Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 120, communauté de pratique, espace d'apprentissage social et intégration de l'intelligence artificielle avec Diane Culver, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Je fais ça parce que ma mission personnelle, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les intervenantes et intervenants francophones en sport et en activité physique. C'est donc la mission numéro 1 du podcast, mais c'est aussi une mission que je tente d'accomplir en tant que professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais et comme conseiller au développement des entraîneurs et des professionnels qui œuvrent dans des contextes de performance. Si tu es une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur de Temps d'arrêt avec Coach Frank, je t'invite à t'abonner et évaluer le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditrices et auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je te dis merci. Puis je t'invite à suivre le balado sur tous les médias sociaux @CoachFrankPhD en un mot. Et comme ça, tu seras un ami en partageant à un ami. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer à ton développement ainsi que celui de notre système sportif et de santé, pourquoi pas. Pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité est Diane Culver. Diane, elle a une place spéciale dans mon parcours parce qu'elle a été sur mon comité de thèse de doctorat, en plus de m'enseigner quelques cours. Donc, je me sens très choyé de l'avoir avec moi aujourd'hui. Je vais vous le répéter dans l'introduction de la conversation. Mais Diane est surtout professeure agrégée à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation et elle effectue des recherches dans les domaines de la pédagogie et de la psychologie du sport. Ses champs d'intérêt sont la formation des entraîneurs, la théorie de l'apprentissage social et les méthodes de recherche qualitative. Quand on parle de la théorie de l'apprentissage social, on parle par exemple de communauté de pratique. C'est un terme qui est populaire ces temps-ci quand on en entend parler dans la communauté. Mais juste pour vous dire, Diane travaille là-dessus depuis la fin des années 90 et on pourrait même dire que c'est à cause de elle et son superviseur à l'époque, Pierre Trudel, que le concept de communauté de pratique a commencé à prendre place dans la communauté sportive et tout ça. Donc, elle était vraiment une pionnière de ça. On pourrait l'appeler la marraine de la communauté de pratique dans le sport. Elle joue un rôle de chercheuse et de leader en apprentissage social qui s'illustre par un certificat de leadership en apprentissage social avec les théoriciens de l'approche, soit Beverly et Étienne Weiner-Trainer. Diane Culver est membre du comité de recherche de l'Association canadienne des entraîneurs depuis 2007 et du sous-comité de révision du contenu des stages de formation des entraîneurs d'Alpine Canada Alpin. Elle a notamment été entraîneuse de l'équipe nationale canadienne de ski et de l'équipe olympique de ski de la Nouvelle-Zélande, ainsi que conseillère principale en entraînement pour l'Association canadienne des entraîneurs. Elle est membre professionnelle de l'Association canadienne de psychologie sportive et conseille des athlètes, des entraîneurs et des organisations sportives pour les aider à améliorer leur performance. Bref, on a une personne qui a une longue histoire dans l'apprentissage social, mais qui a aussi participé et contribué à l'écosystème sportif dans plusieurs rôles d'athlète jusqu'à coach, jusqu'à professeur, jusqu'à membre de comité, jusqu'à participer avec l'Association canadienne des entraîneurs. C'est un plaisir d'avoir Diane avec moi aujourd'hui et je pense sincèrement que la conversation va être fascinante pour toutes les personnes qui agissent comme facilitatrices ou facilitateurs d'apprentissage et toutes les personnes qui pensent juste à se partir ou se joindre à une communauté de pratique. J'oserais même dire que la conversation est un incontournable pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la formation et le développement professionnel en activité physique, en sport ou en santé. Je vous rappelle que la production de cet épisode est présentée par Très Bon Point, ayant la vision d'avoir les pieds sur le terrain et la tête dans les bouquins. Très Bon Point est une firme de consultation sportive qui offre du coaching, des ateliers et de la recherche appliquée pour la communauté sportive. Là-dessus tout le monde, je vous souhaite un bon podcast et j'espère que la conversation va être enrichissante encore une fois. Merci. Diane, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci Frank. Merci à toi de prendre du temps. Je sais que tu es impliqué dans plein de projets, que tu voyages à travers le monde et tout ça. Honnêtement, je me sens vraiment choyé. Une de mes anciennes professeurs, une mentor pour moi dans mon doc, une membre de mon comité de thèse. Pour vrai, je me sens vraiment choyé. On va pouvoir parler des 20 dernières années de tes travaux et tout ça, tout ce que tu as fait depuis ta thèse de doctorat. Puis on pourrait parler de ton coaching d'équipe nationale, mais on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui. Je vais peut-être commencer.
je pense que tu reviens d'un voyage en Europe. Parle-moi donc un peu de ton voyage professionnel en Europe. Je suis sûr qu'il y a eu des moments plus personnels, mais il y a eu des éléments professionnels quand même intéressants, je pense. Ah oui, non, c'était 2 voyages. J'ai fait un voyage au mois de mai où j'étais dans ce qu'on appelle le Social Learning Lab. C'est Étienne Wenger Trainer puis sa femme Beverly qui ont commencé ça où ils restent en Portugal, une petite ville pas loin de Lisbonne sur la côte. Et chaque année, au mois de mai, ils font des ateliers et un sommet pour les communautés de pratique. Alors, ça fait plus que 10 ans que j'assiste à ces choses-là. Et le sommet, en fait, ce que c'est 2 jours où est-ce qu'il y a du monde de toutes les disciplines qui se ramassent, qui travaillent avec les communautés de pratique. Et on était à peu près, je pense qu'on était 18 en personne, puis 22 avec 4 personnes en ligne. Et c'est un genre de partage de qu'est-ce qu'on fait avec l'apprentissage social dans notre contexte, là. Et aussi, on peut amener des défis. On fait des sessions avec des hot topics, comme ils disent, là. Puis là, tu présentes dans 1 minute ton sujet. Puis après ça, les gens choisissent quel groupe qui veut assister. Puis c'est vraiment pour aider à avancer les défis des gens dans ce qu'ils font. Oh. Ouais, c'est très intéressant. Donc, il y a plein de choses comme comment avoir plus d'engagement dans les espaces sociaux, comment on peut dire quelle plateforme est la meilleure plateforme pour bien partager entre les rencontres des communautés de pratique. Comment utiliser, je vais en parler un peu plus tantôt, l'intelligence artificielle, ça c'est gros maintenant. Et aussi, après les 2 jours, moi, un plus petit groupe, là, on était 6 cette année, on restait pour un autre 4 jours pour vraiment, ils appellent ça de cutting edge, là, c'est vraiment ceux qui sont en avance et c'est des ateliers, mais les Wenger Trainers aussi utilisent ça pour avancer leur théorie. Et là, cette année, parmi les 6, on avait une personne qui était, c'est la première fois, mais les autres 5, on était déjà là l'an dernier. Ça fait qu'on a continué encore avec des sujets qu'on avait abordés. Puis on passe comme une bonne partie des 3-4 jours sur un sujet en petit groupe. Puis les 2 sujets cette année, c'était justement comment on utilise ou qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle pour les espaces sociaux. Et c'était très intéressant parce que l'année dernière, moi, je n'étais pas dans ce groupe-là. J'avoue que j'étais parmi... Il y avait une autre femme aussi comme moi. On était comme, on va laisser ça à d'autres mondes. Puis là, ils vont nous dire c'est quoi qu'il faut faire ou c'est leur suggestion. Mais après cette année, là, après ce qu'on a vu, là, j'ai changé complètement. Puis aussi, Heidi, la femme, elle a dit la même chose. Wow, OK, là, il faut que je m'engage un peu plus parce que c'est très intéressant. Donc, ce groupe-là, l'année dernière, après les 3 jours, il y en avait un qui était en deux jobs. Fait qu'il a écrit un papier sur ça. Comment utiliser ou qu'est-ce que ça veut dire pour les espaces sociaux. Puis finalement, ils ont développé un processus, mais c'était vraiment comme, on l'utilise comme un outil. Cette année, parce qu'il y a eu tellement d'avance, ils ont décidé que non, c'est plus ça. Là, il faut vraiment que tu le traites comme si c'est un membre du groupe, tout en sachant que ça ne l'est pas. Il faut développer une relation avec. Et pour faire un essai là, de qu'est-ce que ça peut apporter, avant notre dernière breakout session, où est-ce que moi, mon groupe, on travaillait sur agency, l'abolition, comment donner, comment en prendre dans un groupe, comment en donner ou en faciliter avec d'autres membres du groupe qui sont peut-être un peu plus réticents à prendre leur place, et comment aussi contester quelqu'un qui prend trop d'agency là, dans un groupe. Ça, c'était notre groupe. Alors,
à midi, la dernière journée, le groupe d'intelligence artificielle, ils ont dit, OK, on va vous demander d'enregistrer votre conversation. Puis après ça, on va le mettre dans trois plateformes les large language models, on appelle ça, OK? So, on avait Gemini de Google, ChatGPT et Claude. Je ne sais pas si tu es familier avec Claude. Pas Claude. Claude, c'est quoi Claude? C'était, comment qu'on a dit, open source, là? OK. Anyway, OK. So, nous, on part, on a notre discussion. C'était moi, Beverly, puis Marcio, qui, en fait, c'est le médecin de l'Université d'Ottawa dont je te parlais. Et on parle pendant 2 heures. On enregistre ça sur le téléphone. Après ça, on rentre ça dans les 3 plateformes. Et on ne demande rien. On rentre ça dedans. Et il y a une chose que tu peux faire où est-ce que tu identifies les voix. C'est une fois que tu identifies une fois les voix, paf, toute la transcription, il le fait pour toi, là, partout. Là. Il reconnaît ta voix. So, on a fait ça, puis ChatGPT, très bon résumé de qu'est-ce que c'est qu'on a dit, comme des points et tout. Même chose avec Gemini. Mais Claude a décidé, sans qu'on dise rien, de faire le résumé à travers la perspective de notre conversation. Je t'explique. On parlait de volition, puis comment contrôler ou prendre la place dans une conversation. Ben, ils ont analysé notre conversation. Ils ont dit, Diane, elle a pris sa place. Elle a pris parce qu'on parlait de différentes façons de faire ça, OK? Tu peux utiliser maintenant les sources de pouvoir déjà dans le groupe ou les sources que tu as. Tu peux utiliser l'espace, le temps. Tu peux prendre ta place. Tu peux contrôler ton histoire dans le groupe. OK? Ça, c'est toutes des choses qu'on avait parlé depuis l'an dernier, qu'on essayait de peaufiner et tout pour notre outil qu'on va développer pour ça. Et c'était vraiment quelque chose. Ils ont dit, OK, là, Beverly, là, une expression en anglais, quand tu parles de quelque chose qui est comme, personne n'en parle, mais tu sais, c'est un courant qui est vraiment présent. On appelle ça, you call out the elephant in the room. Tu sais, tu fais appel à l'éléphant qui est là. Alors là, Claude dit, à un moment donné, là, Beverly, she called out the elephant parce que Marcio, il avait dit ça et tout. C'était vraiment une analyse, là. C'était pas juste un sommaire. Puis même Étienne, que lui, il a fait son doctorat en 87 sur l'intelligence artificielle, malgré qu'il dit que c'est complètement différent maintenant, là. Mais il était là, puis on était tous là, wow! Puis, tu sais, ça se fait dans des secondes, là. Tu peux pas lire aussi vite que ça apparaît sur l'écran. En tout cas, c'était vraiment intéressant, mais tout ça pour dire que tu peux l'utiliser comme ça, comme un outil de réflexion sur comment on travaille dans un groupe. Et tu sais, comme peut-être ça va sortir des points qui peuvent aider les gens à mieux gérer les espaces d'apprentissage social. Mieux gérer les espaces d'apprentissage social. Puis je pense que on va aller dans l'espèce d'être un membre du groupe, là, parce que moi, ça m'intéresse. Comment est-ce que l'intelligence artificielle devient membre du groupe? Mais avant que l'intelligence artificielle soit un membre du groupe, ça peut t'aider à faire des résumés. Puis juste en tant que facilitateur d'apprentissage social, ce que tu viens de décrire là avec Claude, c'est que non seulement tu as un super beau résumé de la rencontre, mais tu as une interprétation avec sa perspective de ce qui s'est passé. Puis des fois, ça t'amène à souligner des choses que tu n'as peut-être pas observées. Et là, comme on en parle souvent, ou on en a parlé souvent, du moins toi puis moi ensemble, ça te permet potentiellement de créer plus de valeur parce que tu es capable de ressortir davantage d'informations ou d'éléments clés ou de données de cette conversation-là. Puis avant de te renvoyer la balle pour mettre les gens en contexte,
Ça fait des décennies que tu t'attardes aux communautés de pratique. Et quand tu parles de Étienne et Beverly, on parle de Étienne When You're Trainer et de Beverly When You're Trainer. Donc, les deux personnes à la base des communautés de pratique, les théoriciens à la source. Là. Fait que tu es connecté directement là, sur la matrice, là, comparativement à nous qui est un intermédiaire par rapport à toi. Mais moi, là, je te ramène à l'intelligence artificielle comme... Qu'est-ce que tu veux dire ou qu'est-ce que vous avez convenu ou c'est quoi votre compréhension de l'idée que l'intelligence artificielle doit être un membre du groupe? Parce que ça, comme je comprends très bien, je pense que je comprends très bien du moins l'aspect de ça peut t'aider à résumer, faciliter, mais que la personne soit membre du groupe, ça, pour moi, c'est quand même abstrait. Je suis curieux de savoir comment vous le vulgarisez. Non, je pense pas qu'on est arrivé à dire qu'ils sont membres de groupe, que l'intelligence artificielle soit un membre du groupe. Mais c'est comme j'ai dit, là, tu dois le traiter comme si c'était un membre tout en sachant que ça l'est pas. Il y a un journaliste du New York Times qui s'appelle Ezra Klein. Alors, c'est E-Z-R-A, puis Klein, c'est K-L-I-E-E-I-N. Et lui, il fait de temps en temps les podcasts sur l'intelligence artificielle. Puis il y en a un qui a fait avec un prof je me souviens pas de son nom, mais c'est un prof de Penn State, Pennsylvania State. Puis c'est vraiment, ça vaut la peine d'écouter. Puis c'est là où il parle beaucoup il parle d'ailleurs de comment il l'utilise dans ses cours à l'université, mais c'est lui qui a vraiment allumé l'idée de non, il faut développer une relation avec le programme. Intéressant. On va mettre le lien en référence dans la description de l'épisode. Ça, on va le faire certainement. Puis là, dans les autres choses, c'est quoi les autres avancements de la théorie? Puis ça, moi, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, comme vous prenez le temps de discuter, OK, la théorie s'en va dans quelle direction? À part l'intelligence artificielle, c'est quoi les autres directions qu'elle va prendre ou les autres choses qui sont au cœur des réflexions en ce moment? Notre groupe, comme je t'ai dit, le groupe dont moi je participais, c'était vraiment sur comment... faciliter et donner le pouvoir à tout le monde pour en parler. Comme, je peux donner un exemple, comme tantôt j'ai parlé de l'espace physique. OK, on peut être sur l'Internet, sur Zoom ou quoi que ce soit, mais on peut être dans une salle. Donc, exemple, le médecin dont je parlais, là, c'est un pathologiste. Très important dans le groupe de personnes qui vont traiter des gens qui ont des cancers. Mais dans ce gang de monde, les infirmières, les radiologistes, des pathologistes et tout, les chirurgiens sont un peu comme les head coachs, où ils se voient comme ça, OK, souvent. Alors, il disait que la première rencontre qu'il a eue avec un certain groupe, là, il y avait dans la salle comme 2 rangées de chaises, là, mais un qui était c'est comme des demi-cercles, un qui était en avant, on va dire, puis l'autre autour. La première rencontre, il est allé là, tous les chirurgiens étaient assis en avant, puis tout le reste était en arrière. Puis lui, là, quand c'était la deuxième rencontre, il est arrivé tôt, puis il s'est mis en avant. Il s'est assis en avant, puis là, le monde des infirmières, d'autres mondes qui rentraient, il y en a qui ont dit « Oh, OK, moi aussi, je vais aller m'asseoir là. » C'est juste faire ça, tu changes la dynamique de pouvoir dans une salle. Mm-hmm. Puis il y a plein d'autres choses. Comment tu peux prendre l'agence, c'est comme tu peux contrôler ton histoire. Mettons qu'on est ensemble dans une communauté de pratique, puis là, toi, tu vas dire quelque chose sur moi, ou tu ignores quelque chose que j'ai dit, ben là, tu peux contrôler ça. Tu peux dire, merci, Frank, c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Ça a l'air de rien, mais c'est important si tu veux contrôler ton espace. Mm-hmm. Et si tu veux aussi créer la narrative au complet de la communauté de pratique, il y a des choses que tu peux faire. Donc, il y a ça. Puis le troisième sujet qui était vraiment intéressant. Ce sont des sujets qui s'intéressent. Ça sort de nous autres, là. C'est pas eux qui viennent, qui imposent ça. On fait une sélection, une discussion la première journée. La troisième chose, c'était super intéressant aussi, c'est
c'est quoi? Parce que là, il y a des communautés de pratique, mais comme toi, tu sais, Frank, depuis 6 ans à peu près, on parle des espaces d'apprentissage social. C'est un concept qui était un peu... c'est plus loose, on peut dire, qu'une communauté de pratique. Puis ça peut peut-être durer juste une conversation, une fois, ou ça peut être plus long, mais c'est pas nécessairement la continuité que tu as avec les communautés de pratique. Alors, on s'est demandé dans ce groupe-là, c'est quoi les éléments minimaux qu'il faut avoir pour avoir un espace d'apprentissage social? Tu sais, tu peux aller d'un minimum jusqu'à le top au complet. Ça, c'est vraiment une communauté de pratique qui travaille comme ça. Donc, ça, c'était super intéressant aussi. Et là, ils sont en train de développer un petit document pour ça. Alors, je ne peux pas trop te dire exactement c'est quoi. Il faut... stay tuned pour la prochaine fois. Ben, on invitera peut-être Étienne et toi la prochaine fois pour discuter de ça. Mais en fait, est-ce que tu... Là, va jusqu'où est-ce que tu peux aller, je comprends ça, on va tout prendre ce que tu nous donnes, mais moi, quand tu me parles de c'est quoi le minimum d'un espace d'apprentissage social, comme je me rappelle très bien une scène il y a 5 ans, au mois de novembre, je pourrais même dire le 9 novembre, où est-ce qu'il y a une personne sur mon comité de thèse de doctorat qui m'a dit « François, est-ce qu'un espace de 2 personnes, donc comme toi puis moi en ce moment on vit, est-ce que c'est un espace d'apprentissage social? » Moi, pas très confortable avec l'idée, le concept à l'époque, parce que c'était pas central à ma thèse et j'aurais peut-être dû plus me préparer. En passant, c'est toi la personne qui a posé cette question-là, je sais pas si tu t'en rappelles. Tu disais que comme un espace de 2 personnes était un espace d'apprentissage social. Comme, est-ce que c'est encore ça? C'est quoi les minimums, en fait? Parce qu'un élément qui est important, je pense, c'est que... Puis en fait, je voulais t'en parler peut-être plus tard, mais on va en parler tout de suite. Je pense que de bien définir, ça fait théoricien puis ça fait théorique, mais c'est important. Parce qu'en ce moment, moi, une des choses que je vais critiquer dans la communauté, c'est que le terme communauté de pratique, là, il est galvaudé, là, comme on dirait en français. C'est-à-dire qu'il est garoché un peu partout, si on dirait ça plus en Beauceron / par chez nous. On le garoche partout. Puis, c'est pas vrai qu'on a un groupe Facebook, 3000 personnes, c'est une communauté de pratique. Puis, c'est pas vrai que toutes les fois qu'on est 2 personnes ensemble qui jasent, c'est un espace d'apprentissage social. Fait que, tu sais, de définir le minimum d'un espace d'apprentissage social, pour moi, ça, c'est important de le faire. Parce que je pense qu'une fois qu'on capte que, hey, là, je suis dans un espace d'apprentissage social, le fait qu'on comprend bien qu'on est là-dedans en ce moment, ça fait aussi que la conversation, elle peut être plus générative, puis plus intéressante pour les personnes qui y contribuent puis qui y participent. Oui. Fait que c'est quoi le minimum que vous avez établi, si tu peux nous en parler? Well, OK. Il y a les 3 éléments. OK. C'est qu'on s'en fait pour faire une différence. OK. C'est qu'on est confortable de s'engager un à l'autre dans l'incertitude, avec incertitude. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses parce que normalement, ce qui arrive dans comme on peut dire comme résultat, des fois, des échanges dans des communautés de pratique ou des espaces sociaux, c'est qu'on va aller au-delà de ce qu'on sait déjà. Fait que tu peux pas prescrire d'avance le outcome que tu veux avoir. OK? Donc, on est confortable et on apprécie aussi le fait que l'autre personne ou les autres personnes aussi sont confortables et qu'eux, ils reconnaissent que c'est correct de ne pas avoir toutes les réponses. OK? Ça, c'est le 2e élément. Puis le 3e élément, c'est qu'on fait attention à ce qui se passe. Comme lorsqu'on se quitte, puis on va dans notre pratique ou whatever, puis on revient, on fait attention. Moi, j'ai essayé ça avec mon travail, puis le résultat, c'était ça, puis on en discute de ça. Ça fait que c'est ces 3 éléments-là qui sont essentiels. Puis ils sont aussi essentiels dans la communauté de pratique. Une différence, c'est que dans la communauté de pratique, on s'en fait pour la même pratique. C'est dans une... Pour la job d'entraîneur ou la job de médecin ou la job de professeur ou la job de préparatrice mentale, etc. Oui. Et même peut-être plus spécifiquement comme le médecin dont je parlais tantôt, eux, c'est vraiment les tumeurs cancéreuses
Et en ce moment, la grosse affaire, c'est qu'ils développent les approches moléculaires pour combattre le cancer. Hein. Moi, je ne connais pas ça, là, mais je répète ce qu'il m'a dit. C'est correct. Tu n'es pas invité pour parler du niveau moléculaire du cancer. Mais dans un espace social, c'est plus loose. Là. Je veux dire, on peut s'intéresser... On est intéressé de coaching, mais ce n'est pas la pratique d'entraîner des jeunes en soccer de U16 ou de travailler avec des filles au niveau d'une équipe nationale. Tu sais, c'est plus large que ça. OK, puis je ramène, mettons, un peu aux choses que tu disais. Tu sais, quand tu parlais de l'exemple des chirurgiens et chirurgiennes tout à l'heure, quand qui étaient en avant puis qui avaient comme une dynamique de pouvoir, ben, tu sais, pour moi, on n'est pas dans un moment, dans ces espaces-là, où est-ce qu'on est dans un engagement de l'incertitude. Parce que, tu sais, s'il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir, puis on est certain, puis ça, c'est important. Mais là, moi, te ramener à la fin des 3 éléments, donc vouloir faire une différence, s'engager avec l'incertitude et porter attention. Tu as parlé de porter attention dans le sens que, OK, on se préoccupe de la conversation, de ce qui se passe en ce moment. On observe un peu quand on s'en va faire ses affaires et là, on revient. Est-ce qu'on est obligé de revenir? Parce que moi, je me demandais, pendant que tu en parlais, est-ce que la conversation qu'on a, toi puis moi, en ce moment, c'est un espace d'apprentissage social? Parce que, dans mon sens à moi, j'engage dans mes incertitudes. Il y a des affaires que je connais pas, que je veux apprendre, que je veux comprendre. Le but, c'est de faire une différence dans la communauté, avec la conversation qu'on a. Puis, je porte attention. Mais on va pas nécessairement revenir à ça. Moi, je vais revenir. Probablement que tu vas revenir toi aussi, puis je vais te réinviter. Mais le point avec ça, c'est comme, est-ce que la notion de revenir est essentielle ou ça peut être ponctuel? Non, ça peut être ponctuel dans un espace d'apprentissage social. Là, et même, tu peux faire attention, porter attention à ce qui se passe dans ta pratique. Et là, tu peux l'amener à d'autres mondes. Là, ça peut aller dans un autre espace social. Mais dans une communauté de pratique, un des travaux qui est super important quand tu es un facilitateur, c'est vraiment de faire attention à ce que les gens apportent là, quand ils reviennent pour dire « OK, ça, c'est ça qui s'est passé. » Puis là, comme leader dans ce groupe-là, tu vas peut-être dire « Ah, OK. » Donc, tu essaies de chercher ce qu'on appelle des loops et des flows de valeurs. On parle de valeurs comme valeur de créer des connaissances, d'avancer l'apprentissage. Et, de bénéfices pour les participants, de choses que les participants vont pouvoir réutiliser, vont apprendre ou des résultats qu'ils vont obtenir. Fait que différentes choses qui vont apporter des bénéfices aux participants. Oui, mais ça peut être ça mais ça peut aussi être que, OK, maintenant, bon, on va retourner avec l'exemple de notre médecin, là, puis les chaises. Ouais. Il a, dans ce qu'il a fait, là, il a complètement changé la dynamique dans la salle. Et avec ça, une infirmière, mettons, aurait pu sortir de cette deuxième rencontre avec une idée transformée de ce qu'elle pouvait apporter dans ce groupe-là. Alors ça, c'est une genre de valeur, ce qu'on appelle transformatif, là, où tu changes vraiment, tu as un moment de « Oh boy, OK, moi aussi, je peux prendre ma place ici, là, dans ce groupe. » Puis ça, c'est tellement important parce que le jour que tous les gens sentent qu'ils peuvent prendre leur place, tu as plus d'idées divergentes. Puis là, si tu as plus d'idées divergentes, on fait des liens avec les travaux de Véronique Richard. On arrive aussi avec des solutions qui sont plus créatives pour des problèmes qui sont très multidisciplinaires, interdisciplinaires, qui impliquent plusieurs professions dans la vie d'aujourd'hui. Qu'on parle d'amener une équipe de judo à performer aux Jeux olympiques ou qu'on parle de régler les problèmes sur le traitement du cancer dans un hôpital, tout ça. Puis c'est là que je suis content que tu aies ramené l'idée de ce que les facilitateurs et les facilitatrices peuvent faire en lien avec l'exemple des chirurgiens et des infirmières puis de ton collègue médecin. Parce que tantôt, quand tu parlais de contrôler son narratif, comme tu disais que les personnes dans un espace d'apprentissage social, dans une communauté de pratique, c'est important de dire « Hey, c'est un peu... je me suis pas senti écouté » ou deux, comme... C'est ça que vous avez dit, mais c'était pas tout à fait ça que je voulais dire, tu sais. Puis des fois, ça peut être parce que les gens ont mal compris, ça peut être parce qu'on l'a mal dit. Mais là, moi, ce qui m'intéresse particulièrement,
c'est jusqu'où les facilitateurs et les facilitatrices doivent aller dans l'assistance ou le soutien des participants à contrôler leur propre narratif. Puis, est-ce que tu as d'autres exemples de ce qu'ils peuvent faire que peut-être juste leur renvoyer la balle? Parce que je pense que c'est quand même un élément important, parce que dès qu'on a un espace d'apprentissage social, c'est souvent la personne qui a le plus de leadership, c'est la personne qui parle le plus. Puis quand je dis plus de leadership, les gens qui sont en audio, je le mettais entre guillemets, c'est la personne qui est perçue ayant le plus de leadership, c'est juste elle qui va parler le plus longtemps, tu sais. Mais en réalité, c'est pas ça non plus. Puis je pense que c'est là que le facilitateur, la facilitatrice a un gros rôle à jouer dans soutenir les narratifs des personnes qui sont un peu plus camouflées dans l'espace. Right? Oui, exactement. Puis pour être capable de vraiment bien faire ce travail-là, il faut qu'un facilitateur soit... Il faut qu'ils fassent leur travail derrière les scènes, on va dire. Okay. Il faut qu'ils font très attention à ce qui se passe avec chaque individu. Donc, on va travailler entre les rencontres pour parler avec Frank ou Suzanne. Qu'est-ce que c'est que... Comment ça va? Qu'est-ce que c'était? As-tu essayé ça dans ta pratique et tout? Oui, j'ai fait ça, c'était super. Mais là, la rencontre arrive, puis Suzanne, elle se sent pas à l'aise pour en parler. Alors, ça va être au facilitateur de dire... Suzanne, est-ce que tu veux partager qu'est-ce qui s'est passé quand tu essaies de donner le pouvoir ou la parole aux gens qui vont pas nécessairement automatiquement se sentir à l'aise d'intervenir là, dans le groupe? Donc, de s'assurer de faire ses devoirs pour récolter des perspectives qu'après ça, on peut ramener à l'avant-scène. Oui. Puis tout à l'heure aussi, dans les différents éléments, tu avais parlé de ce qui était ressorti un peu de votre voyage. Tu avais l'engagement, les formes d'engagement, on a parlé un peu de ça, l'intelligence artificielle, l'avancement de la théorie. Mais il y avait un autre élément qui, je sais, était un débat dans notre laboratoire à l'Université d'Ottawa en 2014, ou puis même 2015, avec certains de nos collègues. C'est aussi, vous avez parlé des plateformes. Comme, qu'est-ce qui est ressorti des plateformes et tout ça? Parce qu'à un certain point, ce qu'on pensait, puis je vais dire, je sais plus si tu penses ça, là, moi je vais le dire, c'est comme, la plateforme est pas si importante. En bout de ligne, c'est est-ce que les gens l'utilisent, tu sais, puis tout ça. Fait que t'en es où par rapport à... Vous êtes en où par rapport à l'idée des plateformes? OK, tu as raison, c'est un outil, c'est tout. Et il n'y en a pas. Il n'y a personne qui... OK, il y a des gros organismes, là, comme la banque. Le dernier livre d'Evanger Trainer, là, c'est... Je vais vous montrer ça, là. C'est un guide pour les communautés pratiques. Okay. Et on peut l'avoir gratuitement. C'est eux qui l'ont publié. Le PDF est disponible sur le site web ou on peut le commander sur Amazon et payer si on veut le... Mais là, ils l'ont fait avec Phil Reed. C'est un monsieur qui travaille pour la banque américaine JP Morgan Chase. Je le connais bien parce qu'on se rencontre chaque année dans ces choses-là depuis des années. OK, ça, c'est une banque avec, on va dire, 330 000 employés autour du monde et 65 000 gens qui travaillent dans la technologie, IT. OK? Puis Phil, il est dans la IT. Mais lui, puis un autre collègue, ils ont lancé cette idée-là pour avoir des communautés de pratique pour les techniciens autour du monde. Ça fait à peu près peut-être 6-7 ans maintenant. Le programme s'appelle Ignite. Et ils en ont comme 100, on va dire 160, 170 communautés de pratique tout autour du monde qui marchent. Et puis là, leur job au complet, c'est ça. Puis ils ont même engagé une troisième personne maintenant. Mais là, la banque, là, ils ont de l'argent. Ils font leur plateforme, ils ont les outils et tout. C'est incroyable. C'est pas la même chose dans le sport, là. On n'a pas ces ressources-là. Ça fait que on fait ce qu'on peut, mais qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui sort tout le temps? Et c'est la même chose qui sort lorsqu'on demande aux entraîneurs qu'est-ce que c'est qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont retenu comme de leur expérience de prendre des stages de formation, c'est l'interchange avec les autres coachs. Ça, c'est la relation interpersonnelle on ne peut pas le remplacer. En fait,
hier, j'ai parlé avec un monsieur qui travaille pour À nous le podium. Puis il m'a parlé d'un livre, parce que moi, j'ai lu un livre sur ça. C'est pas juste le sport, c'est pas les communautés pratiques, mais ça s'appelle The Village Effect. C'est par un psychologue qui s'appelle Susan Pinker. C'est la sœur d'ailleurs de Steven Pinker, qui est très connu dans la psychologie cognitive. Et son livre, ça va dans pourquoi qu'on est comme ça, pourquoi qu'on est social. Ça fait vraiment, c'est essentiel dans notre être. Puis là, il y a un autre livre que je veux lire que le monsieur m'a suggéré qui s'appelle The Social Brain. Alors, mais ça revient toujours à la même chose. C'est la relation interpersonnelle qui fait la différence, là. C'est comme... Puis c'est là que la plateforme, dans le fond, c'est pas si important que ça. C'est est-ce que ça te permet d'échanger avec les gens, puis est-ce que les gens y vont? Puis si c'est Messenger, c'est Messenger. Si c'est Slack, c'est Slack. Si c'est peu importe quoi, ben ça sera ça. Tu sais, en bout de ligne, les gens ils interviennent par ça. Puis un élément que je voulais te parler un peu en lien avec les communautés de pratique, puis tu sais, je veux t'en parler parce que c'est un débat important dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, puis je pense que ça va l'être aussi dans les prochaines années au niveau du sport. C'est-à-dire la reconnaissance ou la livraison de formation et de certification à travers des communautés de pratique. Puis là, je sais qu'en ce moment, avec notre collègue / ami Thiago Duarte, tu es en charge d'un projet qui s'intitule ou qui touche du moins à la création de Social Learning Leaders, donc la création ou la formation de leaders d'apprentissage social à travers la communauté sportive canadienne qui est chapeautée, si je ne m'abuse, ou qui est en partenariat avec l'Association canadienne des entraîneurs. Mon point avec ça, c'est que c'est la première initiative pan-canadienne qui touche à l'apprentissage social et il y a un enjeu de former et certifier des gens pour être justement des leaders d'apprentissage social dans leurs différentes communautés. Puis en parlant avec mon collègue Vitor Ciampolini, que tu connais bien, puis peut-être que dans quelques années, il va pouvoir venir sur le podcast aussi, on le salue, on se demandait comment tu deals puis comment tu négocies avec le fait que c'est une communauté de pratique, il faut qu'il y ait un engagement, on va dire, intrinsèque, là, je sais que c'est pas les mots exacts, mais comme intrinsèque de la part des participants, mais de l'autre côté, on va arriver à une formation puis une certification. Puis je sais qu'il y a certaines personnes dans le milieu de la santé qui disent « Hey, on va utiliser comme une autre pratique pour former les gens puis certifier les gens sur telle affaire. » Puis ça, ils sont pas rendus au point que nous, on est dans le sport parce que grâce à ton leadership des 20 dernières années, je pense que le sport canadien, puis même on va dire le sport international, c'est un des contextes où est-ce qu'on a quand même épouser ou utiliser le concept de communauté de pratique apprentissage social plus rapidement que dans d'autres. Mais en santé, comme on le récupère à différents endroits, puis on veut venir qu'à le réutiliser. Et là, mon point à dire ça, c'est que je pense que c'est un enjeu important qui me touche personnellement, puis je suis sûr qu'il te touche personnellement aussi, de dire « Hey, comment est-ce qu'on équilibre l'idée d'avoir des espaces d'apprentissage social? On le sait qu'il y a de la formation, on sait qu'il y a de la richesse là-dedans, même affaire pour les communautés de pratique, mais comment est-ce qu'on équilibre ça avec les gens qui vont vouloir l'utiliser pour formation, certification? » Puis là, comme tu vois très bien, j'ai pas la réponse. Je suis complètement dans mon incertitude en ce moment parce que je sais pas nécessairement où est-ce qu'on doit t'aller par rapport à ça. T'en es où dans les défis que tu rencontres dans le projet que tu chapeautes et où, toi, est-ce que tu vois un peu dans le futur par rapport à ça? OK. On va commencer avec le futur ou comment je crois que la direction que ça peut prendre. C'est que, d'ailleurs, je vais faire une petite sortie de côté, si je peux. Parce que... les tangentes, on aime ça. tu me rappellerais de revenir à ça, là, mais en parlant de notre système de formation des entraîneurs au Canada, ce qui est le PNCE, ça vient de célébrer les 50 ans, ce qui est quand même assez impressionnant. Quand après le Portugal, j'ai assisté à une conférence de coaching en Angleterre qui s'appelle The CRIC, Cluster for Research into Coaching. C'est vraiment une belle, on va dire, petite conférence. C'est peut-être 150 personnes, mais c'est vraiment axé uniquement sur le coaching. Et il y avait plein de choses intéressantes, très intéressantes, mais je suis sortie de là, puis je suis revenue, puis j'ai eu
2 jours après une rencontre avec des gens de la CE, puis j'ai dit, je dois vous dire que c'est pas parfait, notre programme. Il n'est jamais parfait. C'est complexe. Il y a au-dessus de 100 partenaires là-dedans, là, avec les organismes de sport national, avec les représentants provinciaux territoires qui vont livrer les modules qu'on appelle multisport, qui est plus théorique. En tout cas, c'est bien compliqué. Mais moi, je crois qu'on est peut-être le seul pays au monde qui a une base de données nationale pour poursuivre la formation des entraîneurs. Parce que l'Angleterre est beaucoup plus avancée que les États-Unis. On sait depuis longtemps, les États-Unis, c'est individuel. On va dans la conférence pour le développement des entraîneurs aux États-Unis, puis la première année, t'es venu une fois, hein, en Colorado. Oui, en 2018, oui. On sent qu'on est dans un genre de marketplace, là. Tout le monde est là à dire, mon organisme, on fait ça, puis moi, mon business, on fait ça, puis là, on se demande, comme Canadiens, on dit, qu'ils se mettent ensemble, là, ça n'a pas d'allure, là. Il n'y a pas une million de choses à faire pour entraîner les coachs, là. Il y a des choses qui sont pas mal semble, n'importe quel sport, whatever. OK. Et puis là, l'Angleterre est plus avancée, mais une des thèmes là, que j'ai vus dans la conférence, c'est la difficulté avec les gens que souvent, c'est des parents qui vont... Parce qu'ils sont très forts dans le sport en Angleterre, hein, le sport communautaire, puis c'est comme en Nouvelle-Zélande, là, le samedi, là, tu t'en vas dans les villes, tu passes les parcs, il y a des centaines de jeunes, des 1000 de jeunes qui jouent toutes sortes de sports dépendamment de la saison. Donc, monsieur, madame, parents, ils vont peut-être entraîner le football qui s'appelle le soccer. Après ça, ils vont peut-être faire le rugby. Tu sais, ils font d'autres sports. Et ces gens-là, ils doivent faire leur formation dans tous les sports. Puis ils parlent de ça, la duplication. Puis le poids sur ces gens-là à prendre tellement de formation quand c'est semblement souvent la même chose. Et là, je dis, wow, OK, on n'est pas parfait, mais on est beaucoup plus avancé, même que l'Angleterre ou le Royaume-Uni. OK, ça, c'était mon sidebar. Là, tu me ramènes à... L'équilibre entre la formation, certification, puis le créer un espace d'apprentissage social. C'est ça. OK, so, comment qu'on l'utilise dernièrement, là, les communautés de pratique, c'est pas uniquement pour la formation, c'est pour, ça peut être pour avancer une pratique quelconque, là, mais comment qu'on voit ça, puis je pense que quand j'ai convaincu John Bells, qui est en charge, c'est le président de l'ICC, the International Council for Coaching Excellence, mais antérieurement, il était le président longtemps pour l'Association canadienne des entraîneurs. Quand je l'ai convaincu de venir en Portugal puis d'assister à un de ses ateliers pour voir ce que c'était avant de vraiment pousser le ICCE d'embarquer là-dedans, on voyait ça comme, on a nos formations, c'est bien. Mais c'est quand tu sors de la formation, souvent on a d'ailleurs fait des recherches sur ça, les coachs vont souvent se sentir très confiantes qu'ils vont être capables de gérer leur pratique. Là, tu leur demandes, tu demandes le même sondage là, sur leur confiance 6 mois plus tard, après qu'ils avaient déjà travaillé, puis leur confiance, là, ça a baissé. Parce que, c'est pas si facile que ça de prendre tous ces concepts-là, puis de les mettre en concept et en contexte. Et vraiment, je pense que notre système de formation des entraîneurs au Canada, c'est là où les communautés de pratique peut aider les entraîneurs. C'est qu'ils vont, ça va peut-être venir que beaucoup de d'ailleurs, c'est un peu comme ça déjà, surtout depuis COVID, beaucoup des modules vont se donner online ou même en apprentissage, ce qu'on appelle en e-learning, où on fait un module nous-mêmes, là. Et après ça, il va y avoir des groupes, des communautés de pratique pour les entraîneurs. Comment est-ce que je gère ça dans la vraie vie, là, dans ma pratique? Puis est-ce que
Mais est-ce que ça va être autant un élément de formation que de développement? Parce que, tu sais, l'enjeu que je vois, puis en fait, moi, c'est un enjeu que je trouve qui n'est pas un problème, mais il y a toujours l'enjeu au niveau des instances professionnelles. Puis là, on peut parler de l'Association des entraîneurs ou les fédérations sportives nationales. On peut aussi parler, je sais pas moi, du Collège des médecins, de la FMOQ et tout ça. On peut parler de l'OTPT, l'Organisation des physiothérapeutes et tout ça. Puis là, je sais pas si j'ai dit les bons titres. Là. Lancez-moi pas des rushs par rapport à ça. Vous pouvez me lancer des rushs pour d'autres choses, mais pas ça au moins. Mais ceci étant dit, tu sais, comme il y a tout le temps l'enjeu de contrôler le contenu. Mais quand on crée un espace d'apprentissage social, on peut pas contrôler le contenu. Puis est-ce que tu sais, j'ai de la misère à voir les gens être capables de réconcilier les deux là-dedans. Puis, tu sais, justement, avec le projet de Social Learning Leaders que vous avez, qui est pan-canadien, comme à quel point est-ce que vous contrôlez le contenu en ce moment, même si c'est un processus de certification sur 3 ans? OK. So, on va revenir à ça. Ça, c'est un gros défi. Et c'est un défi qu'on en était conscient dès le début. C'est qu'on fait 2 choses différentes. Parce qu'une formation, c'est pas la même chose que normalement, comment que c'est l'apprentissage dans un espace social ou une communauté de pratique. Parce qu'une formation, on impose une certaine curriculum, si tu veux. Et tandis que dans une communauté de pratique, mettons, on a des exemples qu'on ramasse des gens on a fait, par exemple, en para-athlétisme. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander c'est quoi leurs besoins. C'est pas nous qui vont dire OK, vous avez besoin de connaître ça, ça, ça et ça. Non. On va leur demander c'est quoi leurs défis dans leur pratique et sur quoi qu'ils voudraient avoir peut-être plus d'informations parce que tu peux amener un expert dans une communauté de pratique comme on a le fait. Mettons, pour les coachs en para-athlétisme avant Tokyo, ils avaient beaucoup de soucis pour l'acclimatisation à la chaleur parce que c'était pour être chaud à Tokyo. Et d'ailleurs, les championnats du monde avant ça, c'était à Doha, dans le Moyen-Orient, c'était pour être très chaud aussi. Alors, on a invité un physiologue qui était expert là-dedans et qui a présenté, mais on a dit, on veut juste comme 20 minutes de présentation. Puis après ça, il faut avoir une discussion pour que les entraîneurs puissent vraiment essayer de mettre les informations en pratique. Comment que je vais faire pour gérer ça? Donc, dans notre programme, d'ailleurs, on n'avait pas de curriculum dans le sens que ça n'a jamais été fait, ou pas ce que je connais, en tout cas, que je connaisse. Ça fait que on avait des choses qu'il fallait couvrir, mais l'affaire, c'est on voulait qu'ils soient les participants dans une communauté de pratique pendant qu'ils apprenaient à ces choses-là. Alors, c'était un défi, mais plus ça avance, on les a mis définitivement dans l'incertitude. Puis au début, on s'est dit, ouf, parce qu'il y a certaines des gens qui ont déjà un peu d'expérience, qui sont nos participants, qui ont dit, c'est comme, là, c'est comme un peu dur à suivre des fois et tout, là. Puis là, on a eu un groupe, d'ailleurs, on fait des débriefs, nous les formateurs, à chaque fois, là. Puis là, on s'est dit, OK, mais finalement, on a décidé qu'il faut que ça soit comme ça. Il faut qu'on leur mette dans cette position-là pour que ils soient confortables d'être comme ça. Parce que le défi dans le sport, pour former des leaders pour les espaces sociaux, d'apprentissage social, c'est que au fond, là, on est tous des entraîneurs. Un entraîneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait l'entraînement. On est des trainers. C'est dans notre ADN. C'est comme... Donc, la plupart de nos gens qui sont dans le programme sont tous c'est des entraîneurs. Ça fait qu'il faut qu'on défait un peu cette identité. Et c'est ça le défi, mais c'est le fun, ça avance. Le défait où on le met un peu plus de côté, où on le renforce un petit peu, parce que, tu sais, toi, tu as coaché des équipes de très haut niveau, moi, j'ai coaché, tu sais, au niveau universitaire. Je pense qu'il faut l'amener avec nous, il ne faut pas le défaire, mais je pense qu'il faut le conserver là, sauf qu'il ne faut pas penser de la même façon, je pense. C'est complètement différent, tu sais, d'essayer de mentorer quelqu'un / essayer de les aider à faire une progression technique ou tactique versus
vraiment amener les gens à générer leur propre façon de penser puis leur propre façon de faciliter et tout ça. Tu sais, c'est pas la même... C'est comme, je pense que l'expérience est utile, mais c'est pas la même angle qu'il faut prendre. Non, tu sais. c'est ça. Quand je dis défait, là, je veux dire, il faut... Je dis défait parce que ça fait tellement partie de leur identité que, il faut qu'ils le mettent de côté, puis il faut que tu arrives à les faire comprendre. Mais toi, tu sais, c'est quoi, là? Parce que ce que tu as fait là, pour ton doctorat, le coaching collaboratif, narratif, là, c'est très semblable c'est l'apprentissage social. C'est des espaces d'apprentissage social, puis on explore définitivement l'incertitude, puis même comme facilitateur ou conseiller dans ce cas-là individuel, il y a de l'incertitude parce que des fois, tu arrives dans un sport, que ce soit le judo, le patinage artistique, puis je prends ces deux-là parce que c'est peut-être ceux-là que j'ai le moins de familiarité avec, ou même le cricket, qui sont de mes clients actuels. Comme tu es dans l'incertitude à temps plein comme facilitateur, même si tu es comme le conseiller, parce que tu conseilles ou tu orientes la personne, tu la guides dans sa réflexion, dans son apprentissage, mais tu connais pas grand-chose de son sport comparativement à elle. Comme la personne, elle va oublier plus de choses par rapport à son sport que moi, j'en sais. Fait que juste en prenant ça en considération, ben là, ça change la dynamique complètement. Oui. Diane, ça fait déjà un bon petit bout qu'on se parle. Oui. Pour différentes raisons, j'aurais pu mieux coordonner les choses. Mais avant qu'on se laisse, j'ai peut-être 2 questions là, pour terminer pour toi. Comme, s'il y a des professionnels dans le milieu de la santé, de l'éducation, du sport, qui sont intéressés par l'idée d'apprentissage social, par les communautés de pratique, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils ressortent, qu'ils retiennent un peu de la conversation qu'on vient d'avoir aujourd'hui? Wow. Je pense que j'aimerais ça qu'ils... C'est tellement naturel. C'est vraiment... On est fondamentalement des êtres sociaux. Et ça, c'est dans les assumptions fondamentaux de la théorie d'apprentissage social. C'est que c'est vraiment dans nous d'être comme ça, là, d'apprendre avec les interactions un à l'autre et avec l'environnement. Et c'est d'être confortable de se laisser embarquer dans cette idée-là, puis d'être confortable, d'être vulnérable et de ne pas avoir peur devant les autres. Là, ça dépend du contexte. Là. C'est ça, un espace d'apprentissage social. Il faut que tu sois confortable de démontrer que tu ne connais pas tous. Puis, évidemment, si on est avec des gens qui peuvent influencer notre avancement de carrière et tout, tu vas peut-être pas faire ça, là. Donc, c'est juste d'être ouvert à penser à ça, là. Mais essentiellement, là, comme je t'ai dit, on est tellement des êtres sociaux, les relations interpersonnelles font tellement, pour la plupart de nous, sont tellement importants pour nous, c'est de dire, OK, ben, je vais, comment qu'on peut dire, leverage, cet élément de notre nature humaine pour m'avancer dans ma pratique puis dans mes connaissances. Mm-hmm. Puis c'est vrai que ça a beaucoup de valeur, puis ça va aider beaucoup. Je pense à des exemples des 2 dernières semaines que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, informel, social complètement, puis ça a amené plein d'apprentissages. Puis c'est vraiment important d'actionner ce levier-là. Même si l'expression leverage, j'aimerais ça qu'il y ait une traduction, un verbe directement, parce que leverage, autant dans le sport que dans la vie en général, je trouve que c'est l'expression parfaite. Mais on va actionner le levier parce que c'est ça que la langue française nous permet de faire. Dernière question pour toi, pour que les gens apprennent un peu plus à te connaître. Si tu pouvais retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ça serait quoi? Si tu as la chance de parler là, à la jeune Diane là, qui est fougueuse, qui au pic de sa carrière de coaching, qui s'en va vers sa carrière professionnelle, c'est quoi le conseil que tu te donnerais après toutes ces années? C'est drôle, là, tu me parles de ça, là, mais la réflexion que j'ai un peu dans ce sens-là souvent, je pense à... C'est moins pour ma carrière comme entraîneur, mais plus comment que j'étais comme formatrice des entraîneurs jeunes. Parce que je trouve qu'on avait tellement un système qui était comme didactique, puis vraiment directif, prescriptif. Tu
C'est et ça, quand j'y pense, ça me donne des frissons là, de penser qu'on était tellement comme ça. Là. Mais qu'est-ce que tu veux, je rentrais dans un système qui était comme ça, puis je faisais comme ça. Puis je me rappelle toujours que je sortais avec un comédien. À un moment donné, c'était une personne très importante dans ma vie. Et il était bon sportif, mais il n'était pas du tout dans la formation des entraîneurs, rien. Mais à un moment donné, j'étais tellement frustrée avec mon assistant, là, tu sais, j'arrachais, je disais toujours, je le dis ce jour-ci, là aussi, il était plus de troubles que les 25 jeunes que j'avais à coacher, là. Mais, OK. Puis là, je disais, il fait ça, puis c'est comme... Il devrait faire ça comme ça, puis c'est tellement difficile de faire comme je veux. Puis là, mon comédien, mon ami, là, il était à côté de moi tout relax. Il dit, tu sais, Diane, des fois, si tu veux que les gens fassent des choses différemment, il faut que tu arranges le contexte puis la situation et que la personne va connaître lui-même, elle-même, comment il doit agir et se comporter comparé à ce que toi t'arrives puis tu dis il faut faire ça comme ça. Puis je me rappelle toujours de ce moment-là, là, j'avais comme 24 ans peut-être et c'était comme oh ok parce que tu sais moi mon éducation c'était vraiment traditionnel là. C'est la première fois que j'ai vraiment ok oui parce que moi je cherchais à apprendre de mon expérience mais j'avais pas les gens autour pour vraiment j'étais vraiment moi-même là. Mais là, j'ai compris, OK, on peut, comme formateur, formatrice, on peut aider les gens à apprendre avec le contexte. Tu organises le contexte des situations. Organiser le contexte. C'est fou, hein, parce que, tu sais, des petites interventions comme ça, qui ont duré peut-être 30 secondes, là, puis même là, 30 secondes, c'est peut-être long, ont changé le parcours de ta vie de 0,1 degré, là. Mais le 0,1 degré a changé les choses complètement. Moi, ça me fascine de repenser à des moments comme ça où est-ce que c'est comme 1 degré de différence dans la direction de ton vol, mais que ton vol atterrit vraiment pas à la même place. Là-dessus, quand même, c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire-là, puis c'est pas notre première conversation, comme tu le sais très bien. Fait que je suis content, on a une primeur pour le podcast. Mais là-dessus, Diane, merci d'avoir pris du temps pour étaler un peu toutes tes connaissances et puis tes apprentissages des derniers mois. Je veux dire merci pour ta participation. Oh, ça me fait grand plaisir, Franck. Vraiment, c'est le fun. C'est juste une conversation, puis, comme on a toujours des bonnes conversations. Ah, tout à fait. Et puis comment les gens peuvent te rejoindre si jamais ils ont des questions là-dessus, s'ils peuvent te rejoindre à différents endroits? Ben oui, c'est mon courriel. Là. C'est probablement la meilleure chose. C'est D pour Diane, puis Culver, CULVER, à commercial, uottawa.ca. Je pense que c'est la meilleure chose. On va mettre ça dans la description de l'épisode. Merci à toi encore une fois. Merci d'avoir pris du temps. Je dis merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute et d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec moi pendant ma conversation avec Diane Culver. J'en profite pour partager 2 petits messages de fin. J'en profite pour remercier l'Université du Québec en Outaouais pour rendre le podcast possible, Apomédia pour la production de l'épisode et Vincent Rivet pour la coordination du podcast. À tous les auditrices et les auditeurs, j'ai un petit rappel avant que vous partiez pour votre prochaine pratique ou pour vos autres projets professionnels. Est-ce que vous voudriez recevoir, une fois par mois, une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que tu aimes ça de faire challenger dans tes idées? Si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt sur le site web de Coach Frank, dans laquelle je vais partager les derniers épisodes de la balado, les dernières idées et les réflexions que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités pertinentes de mon parcours. Je résume tout ça dans un petit courriel de moins de 300 mots qui va arriver dans ta boîte une fois par mois. Si tu veux recevoir ça, visite le coachfrankphd.com dans un mot ou sur un de nos comptes des médias sociaux. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.